bienvenue dans Terre de Splendeur, votre web TV. Aujourd'hui, je vous propose de venir longer avec moi la côte atlantique à la découverte du magnifique village de Walidia. Donc c'est une magnifique station balnéaire. Ensuite, nous prendrons la route 180 km plus au sud vers une ville qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vous l'avez bien reconnue, c'est la ville d'Essaouira. Après 2h30 de route, donc 180 km, nous voici arrivés à Walidia. Notre prochain arrêt sera à l'hôtel La Sultana, qui est un magnifique 5 étoiles. Bienvenue à la Sultana Walidia, superbe 5 étoiles, intégrée complètement dans le décor de cette magnifique lagune. Un des joyaux de cet hôtel est cette piscine à débordement à l'eau de source qui donne directement sur la lagune. Toutes les chambres et suites sont dotées d'un jacuzzi à l'eau de mer et d'une magnifique terrasse privative. Nous sommes ici au sein de la dernière née de cet hôtel, la cabane. Cette cabane a été inaugurée il y a 3 ans, construite entièrement en chêne et bâtie sur un eucalyptus. Je vous laisse découvrir la beauté de cette pièce. On se retrouve plus tard. Nous voici au cœur de la Sultana. Magnifique fort mauresque où se trouve le spa. Ce spa est juste splendide. Il est composé d'une magnifique piscine qui en fait est à l'eau de source, d'un jacuzzi et de nombreuses salles de massage. Une des préoccupations principales lors de la conception de cet hôtel a été de créer un ensemble écologique, un univers autonome qui ne perturbe en rien l'écosystème privilégié de la lagune. Dans un environnement naturel exceptionnel, grâce à une technicité de pointe, la Sultana Walidia est un exemple 100% écologique du traitement de l'eau. Les sources environnantes alimentent tous les besoins en eau de l'hôtel, des restaurants et des piscines. L'eau de mer étant qu'à elle tour à tour captée, traitée, pompée, filtrée, stockée et chauffée afin d'alimenter les jacuzzis sur les terrasses privées. Il est temps de prendre un bon massage. À tout à l'heure. Dans cette ambiance zen, profitez de votre passage à la Sultana pour faire un bon massage. Nous voici en direct du vivier de la Sultana où, comme vous pouvez le voir, des langoustes et des homards viennent juste d'être livrés, donc ils sont magnifiques. Ce sont des produits de la région. Donc en fait, les clients viennent tout simplement choisir leur langouste ou leur homard et les mangent ensuite au restaurant où ils sont préparés par les chefs. Et voici arrivée la magnifique langouste que nous avons donc sélectionnée dans le vivier et qui a été superbement cuisinée par le chef. Cette ville est un important centre ostréicole du Maroc. Nous avons d'ailleurs rendez-vous plus au nord de la lagune, où se situent les 7 hectares du parc à huîtres de Jacques Pinclou, propriétaire de l'Ostréa. Le restaurant est arrivé qu'en 2000. Oui. Le parc existe depuis 1955. C'était le début quand mon père est arrivé au Maroc en 1950, donc il a créé le premier parc au Maroc. J'ai créé un restaurant à Casablanca en 1993. En 2000, je suis revenu sur le parc même pour créer Ostréa 2. Donc les parcs à huîtres, depuis 1955, il y a eu beaucoup d'évolutions. Oui. Donc de 1955 à 1973, on importait les huîtres du Portugal. Actuellement, elles arrivent de Vendée. D'accord, donc au bout de 18 mois... Au bout de 18 mois, on a des huîtres de 18 à 24 mois, parce qu'on a les têtes de ponte, donc qui poussent plus vite et qui sortent les premières, et puis les plus petites viennent par après. Où c'est qu'elles sont consommées? Localement, donc c'est d'abord dans nos restaurants. D'accord. Et puis on fait de l'emporter. Elles sont labellisées, elles sont étiquetées avec l'Ostréa. Donc les huîtres sont vraiment un produit de luxe. Oui. Actuellement, vous produisez combien ici à Walidia? Il y avait 200 tonnes de marché, on est 3 ostréiculteurs à Walidia. Maintenant, on est 6 ostréiculteurs à Walidia, plus 9 ostréiculteurs à Dakhla, donc ça fait une quinzaine, et le marché est de 400 tonnes. Il est maintenant grand temps de goûter votre production locale, les huîtres de Walidia. Notre fidèle wrangler nous a maintenant amenés à 15 km au sud d'Essaouira, un cap qui s'appelle le Cap Sim, où se trouve la station éolienne. Cette station éolienne a donc été inaugurée par Sa Majesté Mohamed VI en avril 2007. Elle fournit une grande partie de l'énergie pour la ville d'Essaouira. La volonté royale est vraiment de développer toutes ces énergies renouvelables, donc ça passe à la fois par le parc éolien, mais aussi par les parcs de panneaux solaires. Nous verrons cela dans une prochaine destination.
la Scala du port d'Essaouira. Nous sommes en compagnie de Abdel Fattah, archéologue et grand spécialiste de cette magnifique ville. Parlez-nous un peu de ces îles purpuraires. En fait, ce sont des îles qui ont eu plusieurs dénominations, donc à partir déjà des temps anciens, immémoriaux, donc on les appelait les îles Kerné. Après, c'est autour du 2e siècle avant que le nom a changé. Ça a devenu bien évidemment Tamosiga et c'est un toponyme qui a été rapporté par Claude Ptolémée. Après, donc, ces îles ont reçu un autre toponyme, un autre nom, c'est les îles purpuraires. Et c'est essentiellement sous le règne du roi mauritanien Juba II. Longtemps après, ces îles, on les appelait donc Mogador. Alors que entre, on va dire, la fin de l'Antiquité et l'époque médiévale ou le Haut Moyen-Âge, il y a un autre toponyme qui est apparu, c'est la baie de Damgoudoul. Et c'est un passage très connu justement de Abou Obeid el-Kebir qui avait écrit son livre au IIe siècle. Ces îles donc, ont une histoire qui remonte avant Jésus-Christ. Donc dites-nous un petit peu quand c'est que ça a commencé, les premières traces qui ont été retrouvées, quand les îles ont été habitées pour la première fois. Alors, les îles ont été côtoyées déjà à l'époque phénicienne. C'est l'équivalent du 8e, 7e siècle avant. C'est certainement des occupations très éphémères, saisonnières, parce que les Phéniciens n'étaient pas de véritables colonisateurs. Ils venaient justement essentiellement pour commercer avec, bien évidemment, les autochtones. Donc ils venaient s'arrêter ici, dans la baie, et se servaient de ces îles, donc ils venaient jamais à terre, ils restaient vraiment sur les îles. On ne le sait pas, mais les traces dont on dispose, c'est essentiellement au niveau de l'île. C'est un site où une station qui est au sud, à l'extrême sud du monde connu à l'époque, ne serait-ce qu'à l'époque phénicienne, mais c'est une île qui était ouverte sur le monde extérieur grâce justement à ces... un point de passage, voilà. Les gens arrivaient, commerçaient, repartaient. Voilà. Juba II avait bien évidemment installé des usines de pourpre pour la fabrication de pourpre essentiellement. Et à partir de quoi ils fabriquaient cette couleur du pourpre? murex. Ça vient du murex. Qui est un coquillage. D'où le nom, voilà, c'est un coquillage qui se trouvait dans ces contrées. Et de le nom justement des îles purpuraires. Donc c'est le toponyme cette fois-ci qui a changé de Tamosiga aux îles purpuraires. Donc après l'assassinat de Ptolémée, donc qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a une époque romaine? Tout à fait. Et quand on parle d'époque romaine, c'est l'équivalent de la période comprise entre 40 après, c'est-à-dire la date de l'annexion de ce qu'on appelle la Mauritanie, la division de la Mauritanie en deux parties. Donc la partie à l'ouest, ça s'appelle bien évidemment la Mauritanie Tingitan, donc en rapport avec la capitale Tingi. Qui va jusqu'où? Qui va pratiquement jusqu'au nord, c'est-à-dire la région de Tanger, le Rif, etc. Et la partie supérieure? Et la partie est, ça correspond bien évidemment à la Mouloucha. Donc c'est l'oued Mouloucha, c'est la Moulouia d'aujourd'hui. C'est une période donc, qui a débuté à partir de 40 et qui a fini pratiquement vers la fin du IIIe siècle. C'est une longue période et bien évidemment à l'époque romaine, on occupait encore ces îles. Au moment où, vers la fin du IIIe siècle, les Romains se sont repliés dans la partie nord du Maroc, c'est-à-dire au nord de l'oued de Locos, ils ont continué à occuper cette partie justement du Maroc. Là, quasiment depuis quelques siècles avant Jésus-Christ et jusqu'à l'époque romaine, ça a été occupé en quasi-permanence. Ça a été occupé concrètement jusqu'au 5e siècle après. Au début du XVIe siècle, il y eut une occupation portugaise sur l'ensemble de la côte atlantique marocaine, dont la ville de Mazagan plus au nord. Les Portugais voulaient une place forte, le choix s'est donc placé sur Essaouira. L'occupation terrestre s'est placée à côté du port actuel de la ville d'Essaouira, le mouillage se faisait dans la baie. Ils avaient besoin d'un relais, d'où la construction du Castello Royal, donc le château royal, construit sous Emmanuel le Grand. Vers 1760, le sultan alaouite Sidi Mohamed Ben Abdallah décida de construire une base navale composée d'un port, de fortifications, qui sont actuellement les Scala, et d'une ville.
C'est Théodore Cornu, architecte français, qui dessina les plans de la ville de Mogador. En fait, c'est une coexistence sur le plan, on va dire, architectural. Ça se voit, donc le nombre de synagogues justement à l'intérieur du périmètre urbain, c'est-à-dire que sur une trentaine d'hectares, il y a pas mal de synagogues, pas mal de mosquées et des églises aussi. Le tout était en parfaite harmonie, ce qui fait donc l'originalité de cette médina de la côte atlantique. Le Sofitel Essaouira Mogador est situé sur le domaine du Mogador, sur 12 hectares, dans un parc naturel exceptionnel, à proximité de l'océan, avec le golfe actuellement avec 18 trous et 13 trous supplémentaires qui ont été mis en route depuis quelques semaines maintenant, designé et conçu par Gary Player. Très grand joueur. C'est pour cette raison qu'il a 13 trous et que ça peut paraître a priori curieux. Nous avons 140 chambres, nous avons 28 villas avec piscine et 7 suites également. Restauration. Nous avons le café Casbah où se prend le petit déjeuner et le dîner buffet également. Pour le midi, vous avez le restaurant Atlantique avec la pêche du jour et les poissons du jour également. À côté de la mer. On peut mieux. Et également l'atelier aux arômes avec un menu international où se mêle la gastronomie française et le meilleur de la gastronomie marocaine. Ouais. Il va falloir tester ça. En toute subtilité, je vous le conseille. J'ai entendu parler de votre concept Solange, vous pouvez nous en dire un peu plus? Le Solange, un lieu magique et exceptionnel où se mêle le Sozen, où est-ce qu'on a un bar, où est-ce qu'on peut discuter entre amis. On a un live music également. On a le So Good, dans lequel on propose un sushi bar. On a le So Nice, où est-ce qu'on a un bar à champagne sur les hauteurs de la structure. Donc 4 ambiances différentes dans un même lieu. Dans un même lieu et dans la même soirée. C'est un lieu d'exception. Au niveau événement, actuellement, nous avons la Sofitel Wine Days qui est organisée dans tous les Sofitels du monde. Donc c'est une semaine qui se déroule sur la dégustation de vins marocains, de vins étrangers et de vins français également. Notre dîner épicure sur l'atelier aux arômes qui a lieu une fois par mois. Donc là nous avons un menu dégustation, que chaque mets est accompagné d'un vin. On fait une parution sur notre Facebook lorsque la date est définie. D'accord, donc la date change tous les mois. Elle change tous les mois, exactement. Et donc sur votre page Facebook, les gens peuvent voir quand a lieu ce dîner et se rendre ici. Les musicales d'automne ont lieu chaque année durant 6 semaines. Tous les mercredis, des ténors de l'opéra et des grands artistes mondialement connus viennent se produire dans le lobby du Sofitel. La période automnale, septembre, octobre, novembre, est vraiment le moment pour venir découvrir la ville d'Essaouira. La luminosité est superbe et le soleil est au rendez-vous. Donc nous sommes accueillis au sein de la Mogador Golf Academy, donc par Mohamed et Charles, 2 des coachs locaux de cette académie-là. Donc Mohamed, parlez-nous un petit peu des birdies de Mogador. J'ai entendu que c'est des jeunes. Alors en fait, il s'agit des enfants qui n'ont pas les moyens de venir jouer au golf. Voilà, et cette académie a permis justement à eux de venir profiter du golf de Mogador. C'est des enfants qui sont seulement dans les régions d'Essaouira, c'est-à-dire Diabat, le petit village qui est juste à côté. En plus de ça, Razoua et la ville d'Essaouira. La sélection des jeunes birdies se fait sur un côté sportif, regroupant de la course et des jeux d'adresse, ainsi que sur quelques bases de golf. Actuellement, vous avez combien de jeunes? Là, on a 70 enfants, voilà, on les a là 3 fois par semaine. Ils sont orientés sur la présence, l'attitude et le challenge qui va avoir lieu à la fin du cours, chaque séance. J'ai entendu parler qu'il y avait des jeunes qui partaient en compétition internationale. Oui, les 2 meilleurs birdies en fait, qui ont eu les meilleures notes pendant l'année ont été sélectionnés pour participer à l'US Kids à Paris, au golf de Disneyland. Et, belle opportunité. Ouais, c'est une vraie chance pour eux de pouvoir aller à Paris, participer à une compétition où en fait tous les jeunes joueurs européens de bon niveau sont là à s'affronter. Alors il y a une qualification pour l'US Kids aux États-Unis pour les champions de Paris. Voilà. D'accord. Tous ces jeunes portent des casquettes Lacoste. Alors en fait, la Fondation Lacoste les sponsorise justement pour assister
pour voir les meilleurs joueurs du monde, bien sûr, Pour le trophée pour à le la trophée à Marianne. Saint-Deux. Ah, Et en plus Saint-Deux. de ça, il assure aussi les cours chaque année. Le Sofitel Essaouira Golf & Spa est un espace de détente et de relaxation de plus de 1300 m². Il est composé notamment d'une magnifique piscine intérieure chauffée et d'un hammam avec 2 salles de soins et 3 jacuzzis, un à température froide, un à température ambiante et un à température chaude. Au cœur de la Médina, à quelques pas de la porte Bab Marrakech, se trouve un havre de paix et de sérénité, tout dans le luxe et le raffinement. Donc, nous sommes ici à l'heure bleue, Palais l'heure bleue. Donc il y a un relais château. D'abord, cette maison est l'œuvre d'une branche, d'une partie de la famille Azoulay, qui a décidé il y a une quinzaine d'années de renouer avec ses racines, puisque notre famille est issue de cette ville. Donc notre idée initiale n'était que de faire une maison de famille. Et ce palais, il date écoutez, de la fin du XVIIIe siècle. Je pense qu'il a été construit en même temps que la ville. Il a appartenu à une personnalité de la ville qui s'appelle le Caïd Mbark. Mais ce bien est tombé en déshérence ensuite. Nous avons trouvé cette maison qui était inhabitée depuis 30 ou 40 ans, peut-être un peu plus, complètement en ruine. Elle est restée tout à fait dans l'esprit. Donc le patio était Le patio était comme celui-là. Les matériaux, je ne dis pas qu'ils sont d'origine, mais nous nous sommes inspirés de ce que nous avions trouvé dans la maison presque en ruine et les avons reconstitués à l'identique. Et finalement, on a opté pour en faire une maison comme ça, lui redonner son lustre et son éclat d'antan. Et on a commencé des travaux en l'an 2000 et les travaux ont duré 3 ans. D'accord, donc depuis 2004, Depuis 2004, l'hôtel est ouvert. D'accord, donc c'est un relais château depuis la fondation? C'est un relais château. On ne peut pas devenir relais château immédiatement, mais nous l'avons conçu pour devenir relais château. Parce qu'on ne devient pas comme ça. Dans notre esprit, et ça ne pouvait pas être autre chose qu'un relais château. Avec une qualité de très haut standing. Tout à fait. Et une restauration gastronomique. Nous sommes peut-être la seule piscine de la ville en étage comme ça, et ce qui fait que nous avons un espace de vie sur la terrasse qui vous permet d'avoir une vue à 360 degrés. Le riad se compose de 20 suites et 16 chambres. Il est aussi composé d'un spa, d'une salle de billard et d'une salle de projection. La marque Relais Château, c'est 5 C. C'est la courtoisie, le charme, le caractère, le calme et la cuisine. On garde souvent le meilleur pour la fin. Donc, vous savez que la cuisine est importante. Non, les clients, les hôtes de Relais et Châteaux sont très souvent amateurs de belles tables, de belles et bonnes tables. Donc, celle de l'heure bleue, je l'espère, trouve sa place dans l'éventail Relais Château. Nous avons 3 restaurants dans la maison. Nous avons un restaurant sur la terrasse, puisqu'au 4e étage, vous avez une grande piscine chauffée toute l'année, avec une vue splendide sur la Médina, et au bord de cette piscine, un grill où nous faisons des poissons grillés, des homards grillés, des choses simples. Donc essentiellement pour le midi. Essentiellement pour le midi. Nous servons également l'apéritif ou bien le thé à la menthe avec les gâteaux marocains dans le patio. Le soir, nous servons les cocktails et ce qu'on appelle les kémias, ce sont des tapas marocains. Nous les servons dans le salon anglais que vous avez pu voir tout à l'heure. Et puis ici, au restaurant oriental, c'est le restaurant qu'on appelle un petit peu gastronomique. C'est celui où l'on sert à la fois la carte de visite du Maroc, c'est-à-dire la plus belle cuisine du monde, les couscous, les tagines, les pastillas, et également là où Ahmed, le chef, s'exprime dans une cuisine d'Essaouira plus d'aujourd'hui, avec les poissons bien entendu, puisqu'il n'y a pas un poisson qui nageait pas à la veille, qui est servi à l'heure bleue. Nous sommes locavores, comme on dit dans le monde moderne, c'est-à-dire que tout est à proximité, tout est dans notre région. Nous avons l'océan, le grand vivier qui est juste à côté, mais nous avons également des maraîchers qui chaque jour nous apportent leurs légumes, qui sont la plupart du temps de culture biologique, les fruits bien évidemment, les épices, tout le monde connaît. Nous avons également l'argan ici qui est très réputé et qui est très important. Et puis nous avons un vignoble à 20 km d'ici, tenu par Charles Méliat, le vigneron d'origine française mais installé au Maroc depuis 20 ans, qui fait des vins extrêmement intéressants
entièrement bio, et nous avons avec lui même fait un vin, une cuvée spéciale pour l'heure bleue. Et vous le servez donc exclusivement dans vos Ah, restaurants? il est servi exclusivement dans le restaurant. On ne peut pas en faire suffisamment pour le vendre ou pour l'exporter. C'est une histoire à trois, c'est-à-dire que le vigneron, le restaurateur et puis un ami passionné de vin. Il n'est pas œnologue de profession, mais il pourrait l'être de par son savoir. Et à nous trois, nous avons fait un vin qui puisse se marier avec les plats de l'heure bleue. C'est-à-dire qu'on est parti de la cuisine d'Ahmed, et de là, on a essayé d'imaginer un vin qui... Alors c'est amusant parce qu'une année, il va être composé de 3 cépages, et puis une autre année, Charles va me dire « Ah, j'ai fait du viognier cette année, c'est bien, on va en mettre un petit peu, ça va apporter quelque chose pour le paprika ou pour le cumin. » C'est insolite comme manière de faire. Mais ça, on peut se permettre de faire ça au Maroc parce que, d'une part, les gens sont passionnés, et puis ça fait partie des choses faciles qui sont encore possibles de réaliser ici, comme des rêves. On peut avoir des rêves ici au Maroc, et on peut les réaliser. À ce titre, avec beaucoup de modestie, mais nous en sommes quand même très fiers, les Relais et Châteaux vont attribuer à l'heure bleue le Welcome Trophy 2016. C'est-à-dire que chaque année, la chaîne Relais et Châteaux choisit un établissement et le met en avant pour la magnificence de son accueil. Et cette année, c'est l'heure bleue, Essaouira. Cette petite maison dans cette petite ville va être mise en avant dans le monde entier. Nous avons maintenant rendez-vous avec André Azoulay, donc à l'association Essaouira Mogador, où il nous attend pour une interview riche en savoir. Donc, Monsieur Azoulay, vous nous recevez aujourd'hui à Darsweri, le sein de votre association. Donc, parlez-nous un petit peu de cette association Essaouira Mogador qui fait tant pour la ville. Elle aura écrit sa page d'histoire dans un livre qui est déjà tellement riche. Mais cette association est née il y a à peu près 24 ans pour essayer de réveiller la belle endormie. Quand nous avons commencé, il y avait 6 à 7 hôtels à Essaouira. Il y en a aujourd'hui 327. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des vols directs de Paris, de Londres, de Marseille. Il y en aura d'autres demain. Il y a une autoroute pour y arriver. Parce que nous sommes une presqu'île ici et donc très enclavée. Il fallait d'abord que nous soyons accessibles à tous ceux que nous voulions faire venir ici. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut difficilement ne pas penser Essaouira, ne pas évoquer Mogador, qui est dans toutes les littératures. C'est cette prison dont Claudel avait écrit il y a très longtemps, dans son livre Le soulier de satin, que s'il y avait un château ou une prison dans laquelle il aimerait être enfermé, c'était Mogador. Donc grâce à votre association, cette magnifique ville d'Essaouira est devenue patrimoine mondial de l'UNESCO. Beau parcours. On a suscité cette candidature et nous avons eu le soutien de la ministre de la Culture de l'époque, Madame Aziza Benani, qui est aussi une amoureuse d'Essaouira. Et le directeur de l'UNESCO de l'époque a beaucoup aimé la ville. Ici, on a dit non à l'amnésie. Et en même temps, ce classement dans le patrimoine universel n'est pas seulement esthétique ou historique. Moi, je le lis surtout à l'aune des valeurs dont Essaouira a choisi d'être le navire amiral. Il y a une dimension de ma ville que je chéris particulièrement, qui est la proximité que judaïsme et islam ont connue dans cette ville sur la durée, et dans une proximité, une complicité, je dirais, une sorte de symbiose presque fusionnelle, qui a fait que dans ce parcours en commun de ces deux grandes civilisations, de ces deux grandes religions, il y a quelques signaux que Essaouira a su allumer. Je me suis dit avec beaucoup de mes amis qu'il était de notre devoir de partager ce témoignage et que là où les autres tournent le dos à la modernité, à l'altérité et à la capacité d'être avec les autres, ici, au contraire. Vous créez une autre forme de modernité ? On crée une autre forme de modernité et c'est surtout une ville qui est ouverte à tous. Dans la cité du 19e siècle, du 20e siècle, dans Mogador de l'époque, du début du 20e, il y avait 47 synagogues. L'élément qui retient l'attention, c'est le fait qu'il y ait cette densité de synagogues et que nous ayons
collectivement, musulmans et juifs, décidé d'en restaurer quelques-unes, non pas simplement pour recréer des lieux de culte, mais pour témoigner. Et je suis très heureux que nous ayons, avec le soutien du ministère de la Culture et de quelques mécènes, ouvert un chantier qui était pour moi le plus cher, mais sur lequel je travaillais déjà depuis presque 10 ans, et qui finalement a vu le jour il y a quelques mois. Et Essaouira sera, je crois, la seule cité dans l'espace musulman du Maroc à l'Indonésie, où, autour d'une synagogue que l'on va restaurer, qui est très particulière, parce qu'elle est le clone modeste, mais tout de même le clone de la grande synagogue séfarade de Londres, parce qu'il y avait un tropisme anglais très prononcé dans notre histoire. Et à côté de cette synagogue, nous créons un musée. Non pas parce qu'on succomberait à la mode d'avoir un musée comme les autres, mais parce que l'histoire que je vous citais tout à l'heure à cette proximité est marquée de tellement de singularités, mais en même temps de tellement de singularités qui nous disent ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. 2 exemples. Le premier juif élu dans l'histoire des États-Unis, Oui. premier Sénat américain, est un Marocain, parti d'Essaouira, appartenant à la communauté marocaine de confession juive ici. Et qui plus est, le père du jeune qui a été élu ensuite au Sénat, Oui. quand cette famille a atterri sur les côtes de Floride venant de Mogador, le père a écrit ce qui a été le premier livre abolitionniste appelant à la fin de l'esclavage de la population afro-américaine de l'époque. En avance Alors, sur son temps, ce monsieur-là. Oui, mais il reflétait ce qu'était le climat social de la Dans ville, Essaouira. ce qu'était Mogador dans les valeurs que déjà elle s'était choisies et qu'elle voulait porter le plus loin possible dans le monde. C'est une ville C'est très pas rien. avant-gardiste. C'est pas rien, toujours. Et j'ajouterai pour le premier élu, donc, qu'il a été aussi l'un des rédacteurs de la première constitution américaine. Et que 2 petites villes américaines portent son nom. Quand même. Yulee Counties, en Floride. Anecdote aussi de l'époque, la population juive ici, par son tropisme anglais, consommait beaucoup de whisky. Ça faisait partie de la vie sociale. C'est ça. Mais donc, c'est ici qu'a été inventé l'eau gazeuse, que l'on met dans le whisky de l'époque. C'était les bouteilles siphon, vous êtes trop jeune pour les connaître, mais qui était un magnifique objet. Donc c'est né ici. Vous verrez que par exemple les passages foutés sont toujours éclairés par des piliers jaunes sur lesquels on a posé une grande boule jaune. Effectivement. Les Anglais appellent ça Belisha Beacons. Et ils pensent que Belisha est un mot anglais leur appartenant. Or, ce système a été créé par une famille de juifs qui s'appelait Belisha. Qui était d'ici? Qui, bien sûr, elle aussi emblématique parce qu'elle a donné 2 ministres à la couronne britannique. Mais... Ils sont beaucoup dans la politique, tous ces gens d'Essaouira. Oui, oui. Et ça ne s'est pas terminé. Et donc, il fallait que tout ceci soit connu. C'est pour ça que ce musée va se créer pour dire l'histoire des annales. Et pas seulement l'histoire des académiciens, mais l'histoire de la vie. Parlez-nous un petit peu de pourquoi votre association s'appelle Essaouira Mogador. Pourquoi ces justement, deux noms parce dans que le même... nous, je disais tout à l'heure que nous avions décidé de résister à l'amnésie. Si vous regardez les premières cartes nées dans le monde, 11e, 12e siècle, les cartes de Idrissi en particulier, qui était l'un des premiers cartographes du monde, qui est marocain. Ben, vous trouverez le nom de Mogador. Et ça continue beaucoup plus tard. Et ce nom chemine avec Essaouira. Mais pourquoi est-ce que nous avons perdu Mogador? Simplement parce que ceux qui ont décidé de débaptiser la ville n'ont pas ouvert leur livre d'histoire. Il y a une rue de Mogador à Paris. Oui. Il y a un théâtre de Mogador à Paris. Il y a une porte de Mogador aux Galeries Lafayette de Paris. Et dans notre aliénation de la période post-protectorat, on a dit s'il y a une rue de Mogador à Paris, c'est que bien évidemment, c'est venu du nord vers le sud, vers nous. Ils n'ont jamais pensé qu'en réalité, c'est parti. Et c'est parti pourquoi? C'est parti pourquoi d'ici à Paris? En 1844, la France a très brièvement conquis Mogador, déjà conquis Mogador à l'époque. Il y a eu un amiral qui s'appelait l'amiral de Joinville, sur un grand navire qui menait une escadre de 12 bateaux, et son navire amiral s'appelait la Belle Poule, et l'amiral de Joinville avait une maîtresse à Paris. Et sitôt conquise la ville, il a acheté un théâtre qu'il a baptisé, il a acheté un théâtre pour sa maîtresse comédienne, et il l'a baptisé du nom de la ville qu'il venait de conquérir. D'accord, d'où le théâtre Mogador. D'où le théâtre de Mogador qui a donné naissance à la rue de Mogador, et la rue de Mogador a donné naissance à la porte de Mogador, à Galeries Lafayette, et résultat des courses, nous avons perdu Mogador. Donc nous sommes en train de le récupérer. Notre association s'appelle Essaouira Mogador,
L'aéroport s'appelle Essaouira Mogador. Ça évolue La dans le bon nouvelle sens. station touristique où est le nouveau Sofitel s'appelle aussi Mogador. Donc voilà. L'association Essaouira Mogador promeut le monde artistique. Le dernier week-end d'avril a lieu le Printemps musical des Alizés, qui est un festival de musique de chambre et d'art lyrique. Ensuite, en juin, a lieu le festival Gnawa Musique du Monde. Et finalement, le festival des Andalousies Atlantiques a lieu tous les ans au mois d'octobre. Au fil des siècles, l'île a beaucoup évolué. Actuellement, nous pouvons y observer les vestiges d'une ancienne mosquée et son minaret, ainsi que des fortifications munies de canons. L'île de Mogador s'étend sur 30 hectares. Elle est devenue une réserve ornithologique et biologique très prisée. En effet, elle accueille une multitude de mouettes et de goélands, ainsi que les faucons pèlerins d'Éléonore qui viennent s'y reproduire entre avril et octobre avant de repartir hiverner au nord et à l'ouest de Madagascar. Sur la Scala de la Casbah, qui est une place magnifique que je vous conseille vraiment de venir visiter, surtout à la tombée du jour. De là, vous pouvez observer le coucher de soleil sur l'océan qui est superbe. Il est temps de quitter les plages d'Essaouira. Nous sommes venus ici pour essayer un petit peu le Wrangler, qui se comporte très très bien sur la plage. Donc moi, je vous laisse là. Je vous invite vraiment à venir profiter de cette ville et à venir la découvrir par vous-même. Il y a ici un patrimoine culturel qui est extraordinaire, des artistes superbes, qu'ils soient peintres ou musiciens. On se retrouve sur les routes ? Quittons la Scala de la Casbah à la recherche du producteur et du réalisateur qui ont mal fixé la perche. Vers la ville de Walidia, il m'a troublé. Il m'a fait des grands signes. Agdoul, Agadoul, Agoum, Amogdoul, Amogdoul, ok. Amogdoul, qui sont en fait des grands migrateurs qui partent ensuite